Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Donc voici le sommet. Ils sont en train de disparaître, les motos telles que Vespa, Piaggio, P50 et BBCT et autres. On parlera de ces espèces de motos qui sont en voie de disparition et aussi de ces mécaniciens qui se sont spécialisés dans la réparation de ces engins et qui pèdent progressivement le marché, mais s'en sortent vaille que vaille. Ensuite, réglementation du trafic urbain, notamment avec les minibus appelés Topa Topa. Les étudiants d'Abomey-Calavi, grande masse de consommateurs des minibus se retrouvent en difficulté. Nous sommes allés constater les changements que cela provoque dans les habitudes des étudiants. Enfin, échange entre les maires de Banikoara, Ségana et Kandi et le ministre de la décentralisation. Ceci intervient dans le cadre d'une tournée de l'autorité ministérielle. Les détails sont à suivre en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Nous continuons par explorer l'univers du secteur de la mécanique. Aujourd'hui, nous sommes avec les mécaniciens des engins à deux roues. Nous nous sommes intéressés aux motos qui sont en train de faire le adieu à la circulation. Ces motos, ce sont entre autres des motos de marque Vespa, Piaggio, P50 et BBCT, justement, et bien d'autres qui avaient marqué le temps. Les mécaniciens qui se sont spécialisés dans la réparation de ces engins en voie de disparition, pèdent progressivement le marché, mais s'en sortent vaille que vaille avec les quelques motos qui tiennent sur les routes. Reportage de Idrissou Boukari, Rachidi Soubirou. Dans la circulation, on les compte du bout des doigts. Il est bien possible de passer toute une journée à les rechercher en vain. Les motos en voie de disparition comme celle-ci cèdent la piste aux engins à la mode. Et pourtant, dans les années 60, elles avaient marqué le temps et étaient au cœur de toutes les convoitises et des projets d'avenir. Mais aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts. Malgré la révolution dans le domaine des deux roues, les conservateurs résistent encore au temps et restent attachés à l'époque de leur jeunesse. C'est le cas d'Antoine Adonagbo, professeur certifié DPS et directeur d'école. 18 ans qu'il partage sa vie avec son fidèle allié. D'abord, pour moi, en tout cas, c'est une moto qui a beaucoup d'avantages. Surtout qu'on ne parle pas de chaîne, de transmission, ça dit chaîne, dents, petite dents, grande dents, tout ça là. Et après un temps, il faut changer à tout moment. Il faut changer à tout moment. Ou bien c'est la chaîne qui se casse, qui crie. Quand c'est un peu vieux là, ça crie chez les autres motos, mais alors qu'ici, vous n'avez pas ce problème-là. Après quelques petites courses lundi matin, Antoine Adonago fait un crochet chez son mécanicien. Situé à PK14 dans la commune d'Abomey-Calavi, le garage est tenu par Crépin, un atelier au visage d'un cimetière pour motos. Certaines d'entre elles ont épuisé leur durée de vie ici. Depuis une vingtaine d'années dans ce métier, il s'est spécialisé dans la réparation des motos Vespa. Il y a encore 15 ans en arrière, le garage ne désemplissait pas. Mais plus ces engins se font rares, moins les mécaniciens sont sollicités pour les réparations. La marque meurt avec sa clientèle, mais Crépin ne manque pas de tirer son épingle du jeu. Pour lui, le marché est encore rentable. Je reconnais qu'il n'y a plus assez de motos Vespa, mais elles n'ont pas totalement disparu. Ce qui fait que je ne me suis jamais senti désœuvré ou en situation de chômage technique. Sur la liste des engins en voie de disparition, on retrouve les motos de marque Piaggio, P50, BBCT Motobécane, qui avaient elles aussi marqué les esprits des seniors actuels. Si la Vespa était considérée comme moto pour adultes, ces engins par contre avaient fait rêver les jeunes. Mais il faut être d'une certaine classe sociale pour les avoir. À Gbadro-Médé à Cotonou, on retrouve un autre mécanicien spécialisé à la matière. Il totalise 28 ans à la tâche de mécanicien vélomoteur. Beaucoup de gens aiment les trucs anciens. Et avec les trucs anciens, des raccourcis, ils sont contents dedans pour que beaucoup de gens
voyait sur la moto se rappelle des anciens temps. Donc sans les motos anciens, je crois qu'il n'y aura pas des histoires racontées aux enfants. Tout comme Crépin, Antoine n'a aucun apprenti. Et la raison est toute simple. Les jeunes désireux d'exercer la mécanique ne sont pas disposés à se faire former à la réparation des motos d'une époque visiblement révolue. Il faut s'inscrire dans la tendance et vivre son temps, pense-t-il. De l'autre côté, quand bien même ces motos n'existent plus dans la boutique, sur le marché, les pièces de substitution existent encore et permettent aux mécaniciens de répondre convenablement aux besoins de leurs clients. Il y a des anciennes boutiques qu'on les connaît et en leur rendant visite là, ils essaient de nous chercher la moto. Et en plus ça, moi-même, je garde des pièces pour satisfaire mes clients. Parce que dans la vie, s'il n'y a pas de mécanicien, s'il n'y a pas la pièce, tu ne peux pas rouler la moto. Vespa, Piaggio, P50, BBCT, Motobécane disparaissent et font leurs adieux lentement mais sûrement, laissant place à des motos de nouvelles marques qui inondent le marché. Leurs réparateurs, eux, tiennent encore le coup et la question de la reconversion, de la réadaptation ou encore de l'actualisation de connaissances n'est pas encore leur priorité. Mais dans tous les cas, ces anciennes motos ont vécu et restent la preuve tangible de l'évolution du génie créatif humain. Et bien voilà, suite de notre dossier à présent sur le métier de garagiste, après avoir évoqué un certain nombre de volets dans nos précédents reportages, la formation par exemple du garagiste, les difficultés du secteur et comment les garagistes s'adaptent-ils à l'apparition de nouvelles marques de véhicules. On s'intéresse à présent à la gestion de la clientèle, le choix du carburant, mais surtout à la rentabilité du métier. Il faut bien vivre de son travail, autrement, ça n'est pas un. On retrouve Raoul Steve Gounoukan et Ibrahim Bakounouré. Dans la première partie de ce mini-magazine, Jean-Pierre Atchadé évoquait les difficultés liées au métier de garagiste. Il s'agit entre autres des difficultés à s'adapter à l'évolution technologique et à obtenir des financements. Mais que dire de la rentabilité du secteur? La clientèle, il y en a. Mais les clients ne sont pas prêts à donner le prix du travail qu'on leur donne. Donc, on négocie avec eux. Vous voyez, pour ne pas les décevoir, il faut que tu travailles. Ce n'est pas un métier à négliger, c'est rentable. C'est rentable, mais il faut aussi faire bien ton travail. Bon, il y a quand même des clients qui nous grisent quelquefois, mais quand même, on s'en sort. Justement, avec les clients, les choses ne sont souvent pas faciles. Il faut user de beaucoup de tact pour ne pas perdre sa clientèle. Si on veut regarder le prix des équipements, on ne va pas travailler. Tu vas faire des prix exorbitants. Et les clients vont disparaître. Ils vont aller là où le coût est moins cher. Donc, si le client est satisfait, s'il te paye le peu que tu reçois, tu peux en avoir plusieurs. Certains clients, cependant, usent parfois des pratiques malsaines en complicité avec des apprentis. Il y a des enfants qui ne finissent pas d'apprendre. Le client ne veut pas payer la facture normale. Il se met derrière la clôture et il appelle un de ses apprenants. Et il traite avec lui. Et petit à petit, il commence par lui dire, viens à la maison. Quand ça pète, il casse, il ne réussit pas, c'est en ce moment qu'ils viennent, qu'ils me cherchent. Le client, des fois, ils ont honte. L'autre pan de la question, c'est le choix du carburant pour son véhicule. Voulant faire des économies ou parfois par ignorance, plusieurs propriétaires de véhicules prennent de mauvaises décisions dans le choix du carburant. Et ceci peut avoir de lourdes conséquences sur le moteur. Dans l'administration, il faut que quand l'administration va commander des véhicules d'État, qu'il fasse des enquêtes sérieuses. Parce que dans notre pays, on a du carburant qui n'est pas de bonne qualité. Vous voyez, le carburant qui est fluoraté, quand tu mets ça dans un véhicule,
ça bloque les injecteurs, ça grille la pompe, et puis ça coûte cher à l'État. Bon, si vous êtes habitué à aller dans une station qui est propre, ça marche. Mais quand un jour vous êtes en panne et que vous allez mettre de n'importe quoi dedans, ça les dégâts. Au Bénin, le métier de garagiste est en vogue depuis quelques années, mais appelle à de nouvelles exigences liées notamment à l'évolution technologique. Les pratiquants de ce métier au Bénin sont bien organisés et sont réunis au sein d'un creuset dénommé Union des garagistes professionnels du Bénin, UGPB. Les chauffeurs de taxi urbains ont repris du poil de la bête depuis ce lundi avec les nouvelles mesures prises par les autorités du littoral. Autrefois raflés par les minibus, les passagers retournent vers les taxis urbains, ces taxis jaunes qui commençaient par disparaître dans la circulation. C'est une renaissance pour cette catégorie de chauffeurs de taxi. Ils saluent justement et applaudissent la réforme amorcée dans la ville de Cotonou. Ils en profitent aussi d'ailleurs pour énumérer quelques difficultés qui plombent encore le travail. Un constat sur la renaissance des taxis urbains dans ce reportage de Ulrich Gaba, présenté par Wahab Ali Para. Au lendemain des réformes amorcées dans le secteur des transports à Cotonou, les conducteurs de taxis urbains jubilent. La limitation imposée aux minibus sonne comme une délivrance pour cette corporation autrefois en agonie. C'est une délivrance, sinon une résurrection de ce type de transport en commun qui s'est vu arracher presque toute sa clientèle par les minibus. Sans vous mentir, auparavant, les Tokwa nous gênent beaucoup. En quittant Cocody pour Tokwa, auparavant, on ne trouvait pas de clients. Mais aujourd'hui, il y a des clients un peu partout. On trouve les clients. Et s'ils descendent les passagers à Vaudier, on les prend pour ici, ça nous arrange. Je remercie du fond de mon cœur, au nom de tous les conducteurs de taxi-ville, le gouvernement en place, qui vraiment est en train de faire un bon travail pour le Bénin entier. Les gens critiquent les réformes, c'est parce qu'ils ne comprennent pas où va le gouvernement. D'abord, nous devons commencer par remercier les autorités qui ont mis en place cette réforme-là, en particulier le préfet du littoral avec la mairie de Cotonou. Donc réellement, c'est un projet que nous attendons depuis, parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que la ville est envahie. Et puis tout le monde fait du transport urbain. Ce qui fait que ce qui a participé à la disparition de ce sous-secteur-là qui est le taxi-ville. Ils s'érigent donc en premier bénéficiaire direct de la réforme prise par le préfet et la mairie de Cotonou. Depuis lundi, leurs activités ont repris de plus belle. On peut maintenant revoir les taxis jaunes dans la circulation au cœur de Cotonou. Ce matin, quand nous sommes venus sur la gare descendre les passagers, ils nous envoient au fur et à mesure à Vaudier et à Abattoir pour chercher les clients qui ont quitté les villes pour la ville, qui ont quitté les autres villes et qui se sont descendus sur le Z-Park, les parcs internationaux. Là, actuellement, nous, les taximans, nous allons là-bas pour les chercher pour Cotonou Centre. Les conducteurs nous ont affirmé que hier, leur recette a changé. Également aussi, l'autre chose que nous avons constatée, c'est la fluidité dans la ville. Hier, déjà, surtout aux heures de pointe, hier à 17h, vous circulez dans la ville. Nous avons mené cette enquête de manière personnelle. On a constaté que la ville est fluide. Et avec cette fluidité, vous devez admettre avec moi que nous allons respirer moins du CO2 dans la commune de Cotonou. Malgré les avantages qu'ils tirent de la réforme amorcée, les conducteurs de taxis urbains sont confrontés à certaines difficultés liées à la reprise à temps plein de leurs activités. Des problèmes qu'ils exposent sans langue de bois. Quand on parle de taxi-ville, c'est un véhicule de transport d'un point A de la ville à un point B. En exemple, nous sommes là pour prendre des passagers de Tokpa à Garito, de Garito à Kadien, de Kadien à Ménotin. Nous sommes là pour faire le tour de la ville. Donc dans ce sens que nous, on ne peut pas parler de hors-parc pour nous les taximans. Moi, je suis conducteur, j'étais à chose là hier et j'ai les preuves et j'ai le ticket dedans à Vaudier hier. Et j'ai fait le chargement de 800 francs, on me demande 500 francs. Et c'est pas parce que j'ai donné les 500 francs, j'ai le ticket avec moi. Donc sur ce, c'est pas bien. Comment faire un chargement de 800 francs et on me prend 500 francs? Du coup, c'est trop. C'est trop. Il faut qu'il revoie un peu ça. Si c'est interurbaine, c'est autre chose. Si c'est les véhicules interurbaines, c'est autre chose. Mais faire le chargement de 800, on te prend 500 ou bien 400 francs, non, c'est pas bien. Entre nous, fêtières de conducteurs et transporteurs, on a dit ce qui serait mieux,
c'est qu'on puisse s'arranger pour que le coût définitif du passager qui quittait Porto Novo pour Cotonou soit respecté. Cela voudra dire, je suppose que actuellement les taxis-villes de l'abattoir, l'ex-abattoir pour Tokpa, ici, ils prennent 200. Hier, les minibus Tokpa qui quittent Porto Novo, ils prennent 800. Donc, on a demandé à ce qu'on puisse voir pour qu'ils peuvent revenir à 600 et que les taxis-villes soient à 200 pour que les 800 soient maintenus à leur niveau, par exemple. Donc, on a fait cet échange-là. Hier, c'est vrai que certains conducteurs, notamment ceux qui amènent les passagers de Porto Novo, n'ont pas voulu. Ils ont dit que ce n'est pas eux-mêmes qui ont coupé la voie à ce niveau-là. Et ça a amené un peu de, je vais dire, entre passagers, entre conducteurs de taxi-ville et ceux d'interurbains, il y a eu un peu d'accrochage. Mais on s'est concerté au niveau des hauts responsables que nous sommes. Et aujourd'hui, nous continuons les concertations pour que tout soit harmonisé. Ce qui est sûr, déjà à la fin de cette semaine, on a encore une séance de travail avec l'autorité et nous allons petit à petit améliorer tout. Nous rassurons la population qu'elle ne sera pas davantage pillée. Malgré ces difficultés, tous les conducteurs de taxis urbains reconnaissent que la limitation imposée aux minibus et autres véhicules de transport en commun à Cotonou relance la corporation des taxis jaunes. Entre l'euphorie de retrouver leur clientèle et l'harmonisation des prix pour éviter un surcoût pour les passagers, les taxis jaunes espèrent que les syndicats finiront par trouver le juste milieu raisonnable pour toutes les parties. Et cependant, la mesure de restriction conjointe de la mairie de Cotonou et la préfecture du littoral n'est pas sans effet sur le quotidien des populations. Les étudiants, surtout ceux du campus d'Abomey-Calavi, qui font partie de la grande masse de consommateurs, sont aussi affectés. Dans ce reportage, nous vous proposons de suivre les changements que cela provoque dans les habitudes de ces apprenants. Ali Momoni, Henri Ganti. Il est 13h ce mardi 21 novembre 2021. Devant le campus d'Abomey-Calavi, Caleb, un conducteur de minibus, est à la quête de passagers pour un nouveau voyage. Il fait souvent le trajet Calavi-Tokpa, mais au lendemain de la mise en application de la mesure de réorganisation du transport urbain dans la ville de Cotonou, l'opération lui prend plus de temps que d'habitude. Je suis là depuis 2 heures de temps comme ça. Fait 2 heures de temps comme ça, depuis 10 heures. C'est pas souvent comme ça, c'est depuis hier que ça a commencé comme ça. Cette nouvelle situation à laquelle font face Caleb et ses collègues conducteurs de minibus, communément appelés Tokpa, résulte de l'impact de la mesure de restriction conjointe de la mairie de Cotonou et la préfecture du littoral sur le quotidien des étudiants. Bon, je trouve que cette décision, c'est pas une très bonne décision. Du fait que, avec la crise que traverse le pays, il y a certains étudiants qui ne pourront pas arriver à subvenir à leurs besoins en quittant peut-être Tokpa pour venir jusqu'ici. Je ne pense pas que c'est une très bonne décision. Les bus, comme vous le voyez, sont des moyens très importants pour notre société aujourd'hui. Parce que il y a beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui quittent des endroits très reculés pour venir faire les cours à l'UAC. Personnellement, moi je quitte ces mercredis pour venir faire les cours ici. Donc ça n'arrange pas du tout. Ça n'arrange pas. Si par exemple nous venons ici, on a des photocopies à faire, on a des documents à prendre. Maintenant il se pourrait que nous on a 200 pour rentrer et à Tokpa pour marcher, pour rentrer à la maison. Et maintenant on dit qu'on va nous déposer à Vaudjé ou quoi, je ne sais pas. On va beaucoup sourire. S'il est vrai qu'avec cette nouvelle mesure, le coût du transport revient plus cher aux étudiants, il n'en demeure pas moins que certains parmi eux préfèrent désormais les taxis-motos, ce qui engendre bien évidemment des frais supplémentaires. Les matins, je prends Zim directement pour venir ici et à la fin des cours, je prends le bus normalement. Mais avec la mesure qui vient, je ne peux pas. Ça ne m'arrange pas. Je suis obligé de prendre les Zim directement pour rentrer chez moi. Dans cette semaine, je n'ai pas encore pris de bus. Maintenant que le bus ne veut pas aller à Tokpa, je prends le Zim pour quitter l'Étoile pour venir au campus. Donc je souhaiterais bien qu'ils revoient un peu la limite de transport, la limite où on pourrait nous faire descendre. Depuis ce lundi 29 novembre 2021, ce sont les taxis-motos qui raflent la clientèle estudiantine.
Et bien voilà, en tout cas, une chose est certaine, la réorganisation du secteur de transport en commun à Cotonou est déjà dans sa phase active, une réforme que saluent les citoyens qui y trouvent un début de solution aux problèmes de pollution, d'embouteillage dans la ville. Mais comment cette mesure affecte-t-elle l'économie des acteurs concernés ou quel est l'impact sur le coût de transport pour ces derniers? Vous avez la réponse dans ce reportage avec Clément Atchadé, Rachidi Soubero. 24 heures après l'entrée en vigueur de la réforme de réorganisation du secteur du transport dans la métropole Cotonou, les citoyens usagers des minibus appelés Tokpa Tokpa cherchent toujours à s'adapter. Une réforme saluée par plusieurs catégories socio-professionnelles, notamment les fonctionnaires, entre-temps contraints aux bouchons interminables les matins et les soirs. Un peu comme ces derniers, les spécialistes de l'environnement saluent eux aussi la décision de la mairie et de la préfecture qui vient sans doute réduire la pollution atmosphérique. Mais les usagers qui sont les plus touchés par la restriction de cet accès se plaignent des dépenses quotidiennes sur le transport et qui affectent leurs économies. Moi, je suis à Calavi, Tokan, et je vais quitter là-bas pour venir ici. Les voitures vont me déposer ici. Et je vais encore prendre un autre bus ou bien quelqu'un pour aller vendre à Tokpa. Les dépenses sont énormes pour moi. C'est tellement difficile pour nous. On vient ici, les émédiaments aussi nous taquinent pour les frais de transport pour aller au marché. C'est pas du tout bien pour nous. On est en train de dépenser tellement que là où on va, ça ne nous profite même pas. Depuis hier, lorsqu'on était parti au marché, on n'a rien vendu. Le marché n'est même pas plein. Les personnes ne sont pas arrivées au marché. On est là jusqu'au marché, on n'a rien vendu. Je sais que dans d'autres pays, ça se fait comme ça. C'est le début, ça va être difficile pour nous. Puisque à Calavi, à Tokpa maintenant, peut-être c'est à 250, les gens, comment on appelle, nos mamans prennent pour aller à Tokpa maintenant. L'augmentation serait quelque chose de 100 francs à 150. Donc, le début serait difficile pour eux et après ça va, elles seront habituées quand même. Un début déjà difficile et insupportable pour les commerçantes qui espèrent la baisse du coût de certaines matières de production. Si les gens quittent à Calavi ou bien à Kassato en descendant ici, ils vont prendre Zémédian pour aller à Tokpa. Bon, maintenant, ça, on ne peut pas dire que c'est trop difficile parce que ce qu'on va faire pour que la ville soit un peu propre, qu'il n'y ait pas de voilà. Donc, c'est ça, c'est bon. Si certains saluent l'assainissement que la réorganisation du secteur du transport apporte à la ville de Cotonou, d'autres pointent du doigt l'aménagement des nouveaux sites dégagés pour soulager les acteurs. Les vendeuses de Dantokpa, elles, attendent une solution durable pour se rendre sur le marché à leur descente sur les sites retenus pour contenir les Tokpa Tokpa. Le début de toute chose est souvent difficile. Et c'est que petit à petit, l'État aussi n'est pas si bête. Si l'État fait sortir cette décision, c'est pour qu'il y ait une facilité pour tout le monde quand même. Et je sais qu'il va faire tout, il va arranger quand même. Sinon, la difficulté que les gens trouvent maintenant, vous aussi vous voyez, avant que les cas ne sortent maintenant, ils restent en rang. Et ce qui n'est pas bon. Nous demandons aux autorités de nous pardonner. Si on a fait quelque chose, de nous pardonner. Les dépenses là, on ne peut plus. S'il peut nous arranger les dépenses là, on verra comment on va faire. La réorganisation du transport à Cotonou, longtemps espérée, devient progressivement une réalité malgré les grincements de dents. Une manière pour le Bénin de se démarquer à côté des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui n'ont toujours pas réussi à contenir ces véhicules respectivement à Dakar et à Abidjan. Mais l'urgence de la situation pour les autorités béninoises reste la recherche d'une solution durable pour soulager les citoyens.
Et puis je voulais annoncer en titre, le ministre de la décentralisation, Raphaël Akoteyong, a entamé une tournée de synthèse ce jeudi 25 novembre 2021 dernier. Le département de la Liborie a constitué le premier lieu où l'autorité a échangé avec les maires de Banikwara, Segbana et Kandi. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. Les détails avec Teddy Goudalo. C'est l'hôtel de ville de Banikwara, département de la Liborie, qui accueille en premier Raphaël Akoteyong, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, dans le cadre de sa tournée de synthèse. La rencontre avec le maire et le préfet a permis à l'autorité de prendre connaissance du fonctionnement de l'administration communale. Dans le domaine de la gouvernance locale, il se révèle que la commune de Banikwara, que le conseil communal 4e mandature, depuis son installation en 2020, fonctionne très bien. À ce jour, 330 sessions de conseil de village, 127 sessions de conseil d'arrondissement et 10 sessions de conseil communal ont été tenues durant la période juin 2020 à septembre 2021. Nous restons convaincus que même si le risque zéro n'existe nulle part au monde en matière de sécurité, le gouvernement, les populations de Banikwara et de tout le département travaillent pour que nous puissions toujours garantir la paix et la quiétude qui nous attendent. Après Banikwara, le même exercice a conduit Raphaël Akoteyong dans les communes de Segbana et Kandi. À ces différentes étapes, plusieurs sujets ont fait objet des échanges. Il s'agit de la sécurité transfrontalière, la transhumance, la mobilisation des ressources propres aux communes, la gestion des marchés publics et bien d'autres. Votre présence parmi nous aujourd'hui, Monsieur le ministre, témoigne votre détermination et votre désir à voir de près les différentes prestations que rendent les structures sous tutelle et par ricochet, toucher du doigt les difficultés qui vivent ces collectivités décentralisées. La réforme du secteur de la décentralisation entend réaffirmer les principes directeurs ci-après. Renforcer la séparation des fonctions politiques et techniques pour améliorer la reddition de comptes et lutter plus efficacement contre l'impunité. Créer des synergies d'action entre le conseil communal, ses démembrements, les associations de développement, les ONG, etc. De plus, la réforme s'assigne comme objectif principal d'améliorer la gouvernance communale afin de créer une dynamique de valorisation des potentialités locales. Cette sortie du ministre Akoteyong est la première d'une série qui prendra en compte toutes les 117 communes du Bénin. Le département du Borgou sera la prochaine destination de l'autorité et sa délégation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme à vous sur Canal 3 Bénin.